Est-ce que la philosophie ou certains philosophes peuvent nous aider à développer plus de résilience, que vous soyez dans un défi physique, émotionnel, mental, voire spirituel? Est-ce que justement vous référencez ou en tout cas vous nourrir de certaines philosophies, de certains philosophes, pourrait être une pièce de votre puzzle santé intégrative, santé globale? C'est la question que j'ai posée à Fabien Delahaut, que j'ai l'immense plaisir de recevoir pour cette deuxième interview. Mon nom est David Germeau, je suis à la fois nutritionniste et entraîneur, spécialiste des sciences du bien-être avec une approche globale, intégrative de la santé, faire en sorte que chacun et chacune puisse construire son propre puzzle de la santé est pour moi un élément essentiel, clé dans mes accompagnements. Ce podcast a pour objectif de développer votre capacité de résilience en vous proposant des stratégies, des méthodologies, une vision de la santé un peu différente afin que vous puissiez trouver de nouvelles possibilités de grandir, in shape to grow, être en forme pour bien grandir, encore une fois, quel que soit le défi que vous vivez aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Fabien Delahaut, à qui j'ai posé plusieurs questions pour justement comprendre si la philosophie pouvait nous aider. Eh bien, bonjour Fabien, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, mes clients seraient surpris si je ne disais pas fantastique, puisque c'est notre Fantastique. duel. Exactement. Ben, en tout cas, un tout grand merci de répondre pour la deuxième fois à mon invitation. Tu as fait partie des premiers invités que j'avais interviewés pour ce podcast à la sortie de cette pandémie pour savoir un petit peu comment les entrepreneurs qui s'investissaient dans leur santé avaient fait pour justement vivre et sortir de cette crise. Alors c'est marrant parce que c'était le sixième épisode et nous serons dans cette interview le 106e épisode. Donc voilà, 100 épisodes plus tard, c'était en octobre 2021. Et durant cette interview, on a découvert ta carrière qu'on avait un peu résumée en une carrière de 1000 vies. Alors je vais juste la résumer rapidement parce que ce sera intéressant après pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, de voir un petit peu avec quelle casquette tu vas t'adresser à nous aujourd'hui. Alors, tu es à la fois entrepreneur, tu es fondateur de la Eagle Academy et des formations pour patrons TPE et PME. Tu es chargé de cours à la Solvay Brussels School. Tu es consultant en entreprise. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu es auteur du livre Le crime de l'orateur, une méthode pour apprendre à gérer le stress lors de la prise de parole en public. Tu es maître praticien en PNL. Mais tu es aussi comédien. Tu as écrit un one-man show sur ton livre d'ailleurs. Tu as de nombreuses apparitions dans des théâtres en Belgique. Tu es auteur, compositeur, interprète avec plusieurs CD et de nombreux concerts. Le dernier datant, si mes données sont bonnes, de février 2023. Mais tu es aussi licencié en philosophie. Et aujourd'hui, c'est justement aux philosophes. J'aurais pu m'adresser à l'artiste, mais aujourd'hui, on va s'adresser aux philosophes que j'aimerais m'adresser. Donc, lors de ta première interview, on découvrait que dès l'âge de 4 ans, tu posais déjà des questions très profondes sur le monde qui t'entourait et tu rêvais d'une vie d'artiste. Mais c'est bien en philosophie, pardon, à l'ULB que tu as débuté ton cursus académique. Et donc, ma première question pour toi, Fabien, c'est de savoir, mais ça ressemble à quoi des études en philosophie? On imagine un petit peu à la Socrate, à la Aristote, se déambuler dans les rues de Bruxelles en philosophant sur la vie. Ça ressemble à quoi? Et quels sont à ce moment-là, dans la tête des étudiants en philosophie, les débouchés? Comment est-ce qu'on vit des études en philosophie? C'est une très très bonne question. La première chose, c'est que quand je suis arrivé, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. On était une vingtaine en première candie. C'est dire Une si ce n'est vingtaine. pas la faculté qui attirait le plus de monde, parce que comme l'aurait dit mon père défunt, ce ne sont pas des études alimentaires, puisque tu demandes quels sont les débouchés de ces études.
Mais je finis par me demander si c'est pas mieux en réalité. Évidemment, quand on étudie la médecine, on sait qu'on deviendra médecin de prime abord. On peut aussi rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Il y a des tas d'options possibles. Euh, Moi, un jour, j'ai répondu à cette question-là, ce que Montaigne avait répondu, philosopher, c'est apprendre à mourir. Alors depuis, d'autres philosophes, comme je pense Luc Ferry, se sont exprimés en disant c'est aussi apprendre à vivre, ou c'est André Comte-Sponville, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est les deux. C'est apprendre à vivre également pour apprendre à mourir. Alors, comment ça se passait? Eh bien, c'est très simplement, comme partout ailleurs, des amphis ou des petits auditoires, un prof, parfois des livres à lire, souvent des livres à lire, toujours des livres à lire, en fait, certains extrêmement ardus, parce que la philosophie n'est pas toujours facile d'accès. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher d'ailleurs, parce que c'est aussi ce qu'il la laisse à des encablures des personnes, des profanes, vais-je dire, qui C'est n'ont ça, pas étudié la philosophie et qui la voient comme quelque chose de nébuleux, d'abscon, d'inutile aussi. exactement. Évidemment, ne comprenant pas ce qu'on y fait. Mais ce qui est aussi intéressant, je ne sais pas si je dois dire ça, mais c'est que tu es en fac de philo, puis tu t'aperçois que malgré la noblesse des études, finalement, on retrouve toujours des hommes derrière tout ça, des hommes et des jeux politiciens entre certains profs. Et bon, personnellement, ça m'a quand même déçu. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais ça m'a quand même déçu. Alors, les premières années, tu vas, par exemple, avec les historiens, avec les philologues, parce que tu as un cours sur la philologie. Enfin, bref, tu picores, mais il n'y a pas qu'en philosophie que c'est comme ça. Autrement dit, rien que de très commun à l'université. Ouais. Et tu as senti que ces 4 ans, c'était 4 ans à l'époque, Oui. t'ont réellement transformé. Il y avait un Fabian qui est arrivé sur les bancs d'école ou les bancs des amphis, et puis 4 ans plus tard, ou C'est une bonne question. Après la philosophie, j'ai étudié à Solvay, j'ai fait un MBA. J'ai coutume de dire que à Solvay, en un an, on a appris, on a pu répondre à la question comment avoir, et on a eu les réponses. En philosophie, euh, la question était plutôt pourquoi être, et je cherche encore la réponse. Je la cherchais avant d'entrer à la faculté, je la cherche encore, je la chercherai probablement toujours. probablement toujours. Mais Mais je veux quand même répondre à ta question. Là où il y a eu un gros changement, j'ai même fait peur à mes amis de l'époque, j'ai rédigé mon mémoire sur Émile Cioran. Émile Cioran, c'est un penseur roumain qui a écrit entre autres Précis de décomposition, les syllogismes de l'amertume, de l'inconvénient d'être né, avec cet aphorisme sublime ou terrifiant, c'est selon avoir commis tous les crimes hormis celui d'être père. Bref, je me suis gavé de Cioran, de ses livres, de ses aphorismes, donc des phrases très courtes à la Nietzsche. Et j'ai écrit mon mémoire en un mois. Et là, j'ai quand même vacillé. Et mes amis ont eu peur parce que j'étais en train de passer dans une espèce de monde étrange, ayant épongé littéralement la pensée de Cioran, qui curieusement ne s'est pas suicidé alors qu'il parle beaucoup, beaucoup de suicide dans son œuvre. Il ne s'est pas suicidé. Mais comme lui, en toute humilité, bien sûr, je n'ai ni son talent, ni son intelligence, ni son brio, mais comme lui, j'ai l'impression d'être Rocky Balboa face à la mort, tu vois. Mais c'est moi qui suis KO après chaque round, et puis je vais dans mon coin, on me recoue comme on peut, puis j'y retourne et je me tu y prends quand retournes. même. Et d'ailleurs, le dernier spectacle que j'ai écrit, Éternité, avec la promesse suivante, qui n'est pas banale, la promesse c'est, après ce spectacle, vous n'aurez plus peur de la mort. Il est évident que tu écris ça d'abord pour toi, ça C'est a un ça. effet cathartique. Et je me suis amusé à écrire ce texte en me disant, probablement au terme de l'écriture, je n'aurai plus peur de la mort. Eh bien, j'ai au moins encore
peur de celle de mes proches, des gens que j'aime profondément et sans mesure et sans condition. Quant à la mienne, je commence à l'apprivoiser. C'est ça. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire en quelques phrases, parce que justement, on va se poser aujourd'hui la question de savoir si la philosophie peut nous aider au quotidien, quel que soit notre niveau de connaissance, parce que honnêtement, je vais dire que tu m'as perdu sur une ou deux phrases dans ce que tu nous as expliqué, parce que j'ai des connaissances très limitées en philosophie, mais justement, tu l'as dit, parfois on reproche à la philosophie d'être limitée peut-être à une certaine catégorie de personnes, mais aujourd'hui, on observe un intérêt grandissant pour la philosophie et parmi les exemples flagrants, on en a parlé en aparté avant cette interview, c'est le cas de Charles Robin, le précepteur, qui a, pour ceux qui nous écoutent, 944 000 abonnés sur YouTube. Alors j'ai fait un petit calcul, Fabien. En 2024, on comptait 321 millions de francophones, langue maternelle et secondaire, ce qui représente pour les abonnés de Charles Robin 0,3% des francophones abonnés à cette chaîne. Et toi qui viens du monde de l'entreprise, peut-être que tu vas me corriger, mais un entrepreneur qui veut convertir des prospects froids est rarement au-dessus de 1%. Donc imaginons Charles Robin qui aille contacter tous les francophones de la planète, bah, il a réussi à atteindre 0,3% de la population francophone. Bon, ce sont évidemment des calculs très rapides, très vulgarisés, mais on voit aussi en parallèle de plus en plus d'ouvrages sur le stoïcisme, avec des chaînes YouTube effectivement qui euh, vulgarisent énormément tous ces écrits. Toi-même, tu poursuis ton parcours aux côtés de philosophes tels que Étienne Klein, qui est également physicien, ou Bertrand Vergely, peut-être que je le prononce mal, mais toi qui es un homme justement naviguant sur de nombreux océans, et pas uniquement l'océan bleu, quel regard portes-tu sur justement l'évolution de la philosophie depuis les bancs d'école? Est-ce réellement de plus en plus populaire? Et est-ce que c'est réellement accessible de manière vulgarisée pour chacun de nous? Les océans bleus sont le reflet d'un ciel où la lumière pleut. Tu parles de Charles Robin, tu as raison. Je recommande chaudement, chaleureusement sa chaîne, Le Précepteur. C'est admirable. Il est d'une intelligence, il a une telle connaissance des philosophes. Il explique tellement bien, mais Tout à fait. ça a du niveau, hein. Intellectuellement. Il y a du gros, gros niveau. On ne peut pas écouter ça en pelant ses pommes de C'est terre. ça. C'est pas possible. Je recommande ardemment cette chaîne. Je ne loupe aucun de ses podcasts, mais vraiment aucun. Il faut savoir que sa chaîne a été plagiée par un Américain. Oui, tout à C'est une fait. faute. On fait carrément du copier-coller. Il faut savoir aussi qu'il y en a d'autres. Il y a Parole de philosophe qui est pas mal. Il y a Cosmos qui est pas mal non plus, qui a démarré avec la littérature et qui est maintenant plus sur un élan philosophique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour la philosophie? je, je- tu me dis, tu te dis peu doué en philosophie, en tout cas, tu es fort en calcul, visiblement, et je te félicite pour ça. J'ai un regard un peu plus nuancé sur la question, malheureusement, sans doute, parce que on avait parlé de ça il y a quelques semaines quand tu m'as demandé de participer à cette interview, et j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il y a un véritable regain pour la philosophie? Et déjà, commençons par définir ce qu'est la Exactement. philosophie avant de dire qu'il y a un regain pour la philosophie. D'ailleurs, tu évoques le stoïcisme. Je pense que pour la plupart des gens, la philosophie équivaut au stoïcisme, ce qu'on appelle l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Et d'ailleurs, quand on dit de quelqu'un qu'il est philosophe, souvent on imagine calme, stoïque, pas pour rien, et imperméable aux difficultés et aux émotions négatives. C'est très réducteur dans l'histoire C'est de la ça. philosophie. Il n'y a pas que le stoïcisme. Je me permets une parenthèse. Je suis licencié en philosophie depuis des dizaines d'années maintenant. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas doctorant ni docteur, et je ne me prétendrai jamais philosophe. Je précise encore qu'on peut très bien être chercheur en philosophie ou licencié en philosophie sans toutefois être philosophe. C'est ça. OK. Et je précise qu'on peut être philosophe sans avoir lu jamais un ouvrage de philosophie. Et peut-être que les philosophes les plus extraordinaires que la Terre ait portés, nous n'en connaîtrons jamais les noms.
Et enfin, sachant que souvent les philosophes, on les découvre à travers leurs écrits, Socrate, par exemple, n'a rien écrit. Il ne voulait pas figer sa pensée. Donc, on a accès à Socrate à travers les dialogues platoniciens. Donc ça, c'est quand même des parenthèses importantes. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Oh là là, c'est une question déjà complexe. Luc de Brabander, qui est un philosophe d'entreprise, se définit comme ça, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de drôle, d'une intelligence puissante et fine, et dit la philosophie a vocation de clarification. La philosophie, elle est là pour clarifier. Et la philosophie va donc clarifier un monde toujours déjà plus complexe. Clairement. Raison pour laquelle on dira d'elle qu'elle est inactuelle. Inactuelle parce qu'elle se met à distance des choses. Et quand je philosophe sur quelque chose d'immédiat, ce qui est typique aujourd'hui, c'est l'immédiateté, Mhm. c'est pas la rapidité, c'est la fulgurance à Mm. laquelle l'actualité nous traverse. Une actualité chasse l'autre. Tu as à peine le temps d'en digérer une, tu es déjà dans une nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a un regain pour la philosophie? En tout cas, il y a un regain pour les fake news. Ça, oui. Est-ce qu'il y a de nombreuses personnes qui vont alimenter leur fil d'actualité, Facebook ou autre, avec des citations de philosophes toujours décontextualisées et sans nécessairement en saisir la moelle substantifique? Oui, mais c'est pas ça la philosophie. La philosophie, c'est pas balancer des citations et se faire donneur de leçons à travers un réseau social. Et ça, effectivement, on le voit beaucoup. On le voit, à mon avis, beaucoup trop. Je ne peux pas me camoufler derrière une citation pour faire Non. croire que j'ai une forme d'intelligence ou de connaissance d'un philosophe. Moi-même, j'en utilise et à chaque fois, je me le dis, mais enfin, Fabien, c'est bon maintenant. Voilà, tu peux aussi. Alors, attention, entendons-nous. En philosophie, on est des nains sur des épaules de géants. Chaque philosophe va venir créer son propre système, parce que d'aucuns diront, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à Montaigne, on dit que Montaigne n'est pas un philosophe, il a écrit ses essais sur base de sa propre vie, mais dit-on, il n'a pas de système. D'ailleurs, il n'est pas rare, je crois que dans les facultés, on ne l'étudie même pas. C'est dommage. Mais bref, chaque philosophe va créer son système d'abord en ayant étudié les systèmes des autres. C'est pour ça qu'on est des nains sur des épaules de géants. Quand tu étudies la philosophie, ben, oui, tu commences par Platon, mais quand tu étudies la médecine, tu ne commences pas par Hippocrate, si ce n'est son serment. En science, la science, c'est la rectification d'une erreur, de l'erreur initiale, dirait Bachelard. Donc oui, ce qui m'intéresse, c'est l'immédiat. Mais en philosophie, non, c'est comme en art, et même plus fort en philosophie encore qu'en matière artistique. À ce sujet, juste une parenthèse parce que je la trouve amusante, c'est Luc Ferry qui disait qu'au moment de la Covid, il disait il y a beaucoup plus de consensus autour de l'art qu'autour de la science. Époque Covid, hydrochloroquine, etc. Mais chacun s'accordera sur la beauté foudroyante d'un Rubens ou sur la chapelle Sixtine. Je ferme la parenthèse. Donc, est-ce qu'il y a un regain pour la philosophie avec l'extrême droite qui poussent comme des champignons à travers l'Europe et le monde? Est-ce qu'on peut être philosophe et extrémiste? Ben oui, Heidegger était fasciste, Mm. hein. Donc oui, mais surtout, et c'est à ça que je veux arriver, pour moi, la philosophie, c'est apprendre à penser. Et c'est parce que tu apprends à penser que tu peux appréhender le monde. Mais pour apprendre à penser, il faut manier un certain vocabulaire. Plus ton vocabulaire sera étendu, étoffé, plus tu pourras avoir une pensée étoffée et fine, puisque ton vocabulaire sera fin. Moins il y a de vocabulaire, plus il y a de violence. Moins il y a de vocabulaire, moins il y a de pensée. Et aujourd'hui, et en ayant discuté avec Luc de Brabander, nous sommes complètement en accord sur ce point. La plupart des gens pensent mal, ou pire, et Bertrand Vergely, que tu citais, le dit également, ne pense pas du tout. Du tout. Ouais. Je m'évertue à inoculer ces messages-là dans mes cours de marketing et de business parce que selon moi, l'entrepreneur, sa première fonction, c'est de penser. Ça doit donc passer par la parole en public, puisque la parole, l'art de la parole, va nourrir l'art de la pensée. Mais penser, ce n'est pas opinionner.
Et c'est ça qui est irritant. Aujourd'hui, on opinionne beaucoup, mais on philosophe très, très peu. On C'est ça. pense très, très peu. On opinionne énormément, on se répète nos opinions. Mais est-ce qu'on exerce pour autant son libre arbitre, son libre examen? Mm. J'en doute très fort. Et alors, encore une dernière chose, tu m'as dit, c'est au philosophe que je m'adresse et pas à l'artiste. C'est encore un point intéressant. Un artiste, je parle d'un véritable artiste et je ne prétends pas être un artiste ni être philosophe. Je pratique au moins un désaccord toltèque, je fais de mon mieux, C'est mais ça. c'est pas moi qui puis juger de ça. Mais les grands artistes, ils ont une vision du monde. Et les grands philosophes ont une vision du monde. Il y a donc quelque chose qui les rapproche. En lisant les grands auteurs, c'est Eric Emmanuel Schmitt que j'ai le bonheur d'avoir comme mentor, C'est ça. professeur depuis quelques années maintenant. Il dit, lisez les grands auteurs, lisez les grands auteurs. Je comprends, il a raison. Au-delà même du style des histoires souvent qui font bouger les lignes, un grand auteur, il a une vision du monde, il apporte une vision du monde. Donc on ne peut pas nécessairement, on ne peut pas les mettre dans des catégories différentes. Et d'ailleurs, à certains moments, le philosophe se veut presque artiste. Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, qui est un livre compliqué, hein. Il est difficile d'abord, comme de nombreux autres ouvrages en philosophie. C'est très lyrique, c'est très poétique. Mais pour ça, il faut justement pouvoir avoir envie de prendre le temps, comme tu l'as dit, quand tu as dit on ne pense plus mais on donne son opinion. Je citais, je pense, Boris Cyrulnik qui parlait de la pensée paresseuse, qui est effectivement devenue assez fréquente. Et justement, tu as déjà introduit ma question suivante parce que il y a plusieurs années, j'ai découvert l'ouvrage de Peter Kustenbaum qui a écrit Socrate et le business avec ce titre, Les conseils d'un philosophe aux dirigeants d'entreprise, et tu parlais justement de philosophe d'entreprise. Toi, tu as toi-même une nouvelle formation à la Eagle Academy, la Human Manager. Qu'est-ce que la philosophie, justement, peut apporter à cette manière de penser dans l'entrepreneuriat? Y a-t-il justement une demande des entrepreneurs? Qu'est-ce qui a euh, finalement fait germer cette envie de donner une formation, même si en ayant participé à l'une de tes formations, justement tu amènes cette réflexion et je dirais cette euh, approche philosophique. Je vais essayer d'être très nuancé dans ce que je dis par rapport à la qualité de mon discours. Mais qu'est-ce qui t'a amené à amener la philosophie dans tes formations? Est-ce que ça venait de ton auditoire ou est-ce que c'est toi qui as voulu amener un élément supplémentaire? Avant de répondre à ta question, et je vais le faire avec le plus de concision et de précision possible, juste une parenthèse, puisque tu évoques ce livre que je n'ai pas lu malheureusement, où on parle de Socrate et des businessmen. Juste un point sur Socrate. On estime généralement qu'il est le premier coach de l'histoire, puisqu'il Oui, pratiquait la maïeutique. Sa maman était accoucheuse et lui, il accouchait des idées. En réalité, si tu lis les dialogues platoniciens, Socrate est un sophiste. C'est-à-dire qu'il reproche aux sophistes d'utiliser l'art oratoire pour embobiner qui il le souhaite, mais c'est exactement ce qu'il fait. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Est-ce que pour autant c'est vertueux? Je n'en suis pas tout à fait certain. Alors, quand je crée You Manager, pardon, je vais couper une source de son qui est un peu horripilante. Quand je crée You Manager, est-ce que j'ai demandé à mon auditoire, à mes clients, les aigles, ce qu'ils en pensaient? Non. Quand je me suis lancé dans le business, je ne me suis pas dit, tiens, je vais laisser de côté l'artiste et le philosophe, le licencié en philosophie, et l'apprenti artiste ou l'aspirant artiste, et je vais me consacrer au business. Je ne me suis pas posé cette question, je ne me suis pas posé de question. Pour quelqu'un qui prétend à la philosophie, c'est un peu particulier. Je suis juste allé avec mes convictions, avec cette fulgurance aussi, c'est-à-dire quelque chose qui soit pulsé. Et c'est une erreur d'un point de vue marketing, puisque si j'enseigne le marketing, c'est aussi pour apprendre aux entrepreneurs à avoir une approche juste. L'approche juste eût été de sonder le marché
et Mm. de leur donner ce qu'ils avaient envie de recevoir. Et moi, j'ai pas fait comme ça. En tout cas, j'ai peut-être fait comme ça au début, puis petit à petit, il n'y a rien à faire. Tout ça est revenu au grand galop et, et c'était tellement plus confortable. C'est tellement inconfortable de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Alors certes, je suis comédien, mais là, Sim, j'avais un jour rencontré Sim, plus personne ne se souvient de lui, je l'avais interviewé, j'avais un job étudiant, j'étais journaliste, je l'avais interviewé, il était charmant, il était adorable, et il m'avait dit, les acteurs disent des menteries. Sauf que quand tu vas voir un acteur, tu es bien au courant Oui, qu'il joue un personnage. Mais en tant que formateur, quand tu es devant des gens 7 heures par jour, à un moment donné, tu as juste envie quand d'être, même. ouais, alors, ça, c'est encore une question. Qu'est-ce que c'est qu'être soi-même? Alors, on est reparti pour 1 heure. Je vais d'ailleurs pas dire moi-même, mais je me laisse aller souvent. Je laisse ma pensée se construire devant le public. J'ai mon cours, j'ai mon fil rouge, j'ai des thèmes, et puis soudain, je digresse. Et là, c'est le fil de la pensée qui se déroule. Et c'est plus ça, je pense, toi qui as suivi une de mes formations phares, Marketing Mastery. C'est plus comme ça, à mon avis, que les aigles reçoivent la philosophie. C'est plus dans la façon dont je charpente le discours, parce qu'ayant au préalable charpenté la pensée, que dans les citations de certains auteurs. En tout cas, Bien je sûr. l'espère. Tout à fait. Et du coup, par rapport justement à cette vision de la vie, ce travail de ta pensée qui ne t'a jamais lâché depuis tes 4 ans, depuis cette fameuse question à ton institutrice, et je renvoie nos auditeurs à cette première interview qui est vraiment aussi très enrichissant. Euh, Comment est-ce que toi, dans ta vie, je vais aussi faire une petite parenthèse, c'est marrant parce que en termes d'experts de la santé, des sciences du bien-être, j'essaie justement d'inviter mon client, mon coaché, à créer sa santé par rapport à un immense puzzle et de ne pas justement différencier sa santé émotionnelle, sa santé physique, parce que tout interagit, tous les systèmes interagissent et on n'est pas l'accumulation de différents systèmes. J'aime beaucoup une sculpture ou une peinture, je pense qu'il a fait les deux, de Dali, la femme tiroir. Oui, Avec tous ces tiroirs et effectivement on n'est pas un tiroir, c'est pas parce qu'on a mal à la tête on va simplement ouvrir un tiroir, mettre une aspirine, fermer le tiroir et résoudre le problème. Donc c'est tout à fait logique quand on vit comme toi avec passion sur ces différents océans que l'artiste, le philosophe, l'entrepreneur, ben, c'est finalement toujours la somme de tous ces personnages. Mais justement, est-ce que toi, et ça ce sera vraiment le message et la conversation que j'aimerais avoir avec toi aujourd'hui, dans un laps de temps raisonnable, est-ce que la philosophie a pu t'aider dans tes défis personnels, sans entrer dans les détails? Comment et à quel moment une philosophie, un philosophe peut être un peu, pas une oreille attentive parce qu'on ne les a pas tous spécialement à portée de main, mais peut nous guider dans un moment difficile pour pouvoir avancer? Est-ce que toi, un philosophe ou la philosophie en général, t'a permis, a été un outil pour traverser un challenge personnel? beaucoup de philosophes te diront que oui, qu'ils considèrent les philosophes qu'ils lisent comme des amis. Et tu parlais de pensée lente, parce qu'il y a des moments où j'ai envie de revenir sur des choses que tu as dites que je trouvais intéressantes, si tu veux bien, mais je Bien n'oublie sûr, jamais la question que tu as posée. Et c'est vrai qu'un livre de philosophie, on ne le dévore pas comme un Guillaume Musso, et sans d'ailleurs aucune critique, parce que ces livres sont rudement bien construits. La philosophie, c'est lire, et puis penser, digérer, et puis retourner à la page. Donc, la philosophie, elle exige une lenteur. Et cette lenteur-là, où la voyons-nous aujourd'hui? C'est une oui, vraie question que je te pose. c'est une vraie question. On parle de fast food, mais on est plus dans la fast life. Le philosophe doit être dans la slow life et dans le slow thinking. En neurosciences, et on le sait grâce à des études, notamment de Dan Kahneman, qui est décédé à plus de 90 ans il y a quelques mois,
Dan Kahneman, en 2002, je t'ai certainement expliqué ça comme à d'autres aigles quand tu as suivi Marketing Mastery. Il sort un livre absolument remarquable, Système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Le système 1, la vitesse de pensée rapide, émotionnelle, voilà. Souvent, d'ailleurs, l'exemple qu'on prend, c'est dites-moi quelle est la réponse à 2 plus 2, ben, 4, voilà, c'est immédiat, ça consomme pas d'énergie. Le système 2, c'est la vitesse de pensée lente et rationnelle. Et c'est très exigeant, c'est très coûteux en En énergie. énergie. Tu me vois arriver avec mes gros sabots. Le système par défaut, c'est le système A. Et le philosophe, le penseur, ils doivent, eux, exercer leur système 2. C'est tellement plus facile de se coucher dans un canapé et de regarder une étape du Tour de France que de se plonger dans l'éthique de Spinoza. Alors, tu sais, moi, je suis passionné de chevaux. Si tu as un crack, un cheval vraiment avec des gros moyens à l'obstacle, par exemple, ou extrêmement rapide pour les courses, et que tu le mets dans une prairie 2 mois, au terme des 2 mois, tu as un cheval de prairie avec une panse de cheval de prairie. Il ne s'est pas entraîné tous les jours pour maintenir sa forme, pour entretenir son talent. Alors, nous ne sommes pas des chevaux. Nous ne sommes pas des chevaux, certes, mais il n'y a pas tellement de leaders, il y a beaucoup de suiveurs. Le leader n'a pas besoin des autres pour être motivé. C'est ce qui fait la différence. Donc, certainement, le leader, lui, prendra le temps de faire des choses s'il estime que c'est nécessaire. Mais en général, j'ai l'impression que nous traversons la vie plus que nous ne la goûtons. Mm. Il suffit de se référer aux gens qui n'aiment pas leur travail et qui disent à la fin de chaque journée, en voilà une de fête, Voilà, une en moins pour exactement. la pension, ce genre de propos irritants. Mais on peut les comprendre s'ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Ça, c'est un premier élément de réponse. Est-ce que la philosophie m'a aidé ou m'aide? Mais comme je te l'ai dit, quand j'ai lu Sioran, je dirais pas que ça m'a aidé. Mm. Ça m'a profondément bouleversé. Ça, oui. Il y a des auteurs qui m'ont bouleversé. Il y a des auteurs comme Spinoza qui m'ont aidé. Nietzsche aussi. Alors, même si c'est quelqu'un de torturé, Mm. il paraît que je le suis également. En tout cas, on me dit écorché. Écorché. Oui, bon, quand on me voit chanter, quand on écoute mes chansons, en général, ça transperce, bien sûr. Ça transperce. Et Nietzsche, par exemple, m'a aidé avec Amor Fati, aimer ce qui existe, avec la doctrine de l'éternel retour. Euh, En même temps, aimer ce qui est, non, je peux pas aimer tout ce qui est. Il y a des tas de choses que j'aime pas dans ce qui est. J'aime pas certains travers de notre époque. Il y a des choses magnifiques et merveilleuses à notre époque. Il y en a beaucoup qui sont assez douteuses et qui me font peur. Mais Nietzsche m'a aidé à traverser certains passages difficiles. Et la philosophie, globalement, m'aide quand même à affronter la mort. Donc, si elle a cette vocation, avec moi, elle y réussit en partie. Ah ouais. Et tu précises avec toi parce que tu penses que pour certaines personnes, ça pourrait avoir un effet inverse de se plonger dans certains auteurs. Je serais curieux de le savoir et de les écouter. Ça dépend des auteurs. Ce qui est jubilatoire, c'est pas tant les conclusions des philosophes qui, évidemment, Mm. se sont trompés jusqu'à présent ou quasi. En tout cas, un philosophe qui pose aujourd'hui un système, vraisemblablement, dans quelques années, ce qu'il aura proposé sera balayé. Ce qui est intéressant dans le chef des philosophes que l'on étudie encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pensé, mais comment ils ont pensé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, il y a des... On peut dire que la pensée, quand tu exerces la pensée et que donc tu mets de l'énergie à ça, tu peux tout aussi bien prendre un chemin jouissif, mais la pensée t'impose de regarder le monde et de tenter de le décrypter.
et de te regarder toi, Mm. de regarder la Terre qui est ce grain de poussière dans un univers dont on ignore toute l'immensité. Et de te dire que sur ce grain de poussière, il y a des poussières encore plus infimes et que tu en fais partie. Quand j'étais tout gamin, j'ai un jour planté le nez dans les étoiles et j'ai eu le vertige. Je suis tombé par terre de vertige, mais je comprenais déjà pas, ou du moins je comprenais que je ne comprenais pas. Ça, Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là, mais je venais de comprendre que je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Et tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il y a un regain pour la philosophie? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un regain pour la recherche du sens? C'est-à-dire, comment vais-je répondre à pourquoi je fais ce que je fais? Ça, oui. Alors, moi, j'ai créé You Manager, puisque tu en as parlé, en me disant, les businessmen, je parle des TPE, des PME essentiellement, quoi qu'on pourrait sans doute aller un peu plus loin, ils n'ont pas forcément les outils à l'instar d'un pilote d'Airbus qui a des tableaux de bord, qui a appris à piloter son avion. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas les moyens techniques de piloter leur entreprise. Donc, au New Manager, on leur donne ça. Mais ok. je voulais également qu'on leur apporte une vision, c'est vrai, plus philosophique du monde et human parce que remettre l'homme au cœur des préoccupations, pas seulement le client, pas l'employé, l'homme dans sa dimension la plus large. Et bon, ça a un certain succès. C'est vrai, à Solvay, ils ont créé un programme qui s'intitule Philosophie et Management, que j'ai eu le bonheur de suivre. Ça a un certain succès aussi. Mais ça n'attire pas les foules comme certains gourous du net, je n'en citerai aucun, pour ne heurter personne, qui vont avoir des milliers de gens dans leur salle. Non, non. Pas encore. Il y a très longtemps, j'étais allé au Québec pour faire du motoski et du chien de traîneau. Il y avait 3 traîneaux, une trentaine de chiens, donc une dizaine de chiens par traîneau. Et le guide, toi qui habites au Québec, peut-être, sans doute as-tu vécu ça. Le guide avec ses 10 chiens, un chien, le leader, le seul leader des 30. Est-ce qu'un jour on remplira d'immenses salles d'apprentis philosophes, d'apprentis penseurs? Je n'en suis pas tout à fait persuadé. Et surtout que, en ayant visité justement un élevage de chiens de traîneau il y a plusieurs années, il y avait 300 chiens dans cet élevage et on voyait un des enclos avec les petits et l'éleveur nous a tout de suite dit, ben voilà, ça c'est le leader. Il venait de naître quelques semaines avant, quoi. Ça c'est le leader et ces deux-là, ils seront jamais dans une meute. On va les donner à des particuliers parce que ils sont beaucoup trop en retrait et probablement que dans la nature, ils n'auraient pas survécu même si chez les loups et chez les chiens, il y a cet aspect de meute et on laisse personne derrière soi. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un anthropologue qui s'est beaucoup investi dans l'entrepreneuriat et qui prend justement toute la métaphore de la meute et du loup pour travailler en entreprise, Philippe Folsom, quelqu'un qui est vraiment très intéressant à écouter aussi et qui, là aussi, un peu en parallèle à ce que tu fais, amène un autre regard sur l'entrepreneuriat, sur le fait de remettre l'humain au centre et de voir comment un humain fonctionne, parce que tu l'as dit, effectivement, dans une entreprise, il va y avoir un leader et puis y avoir des suiveurs, c'est tout à fait normal. Et certains vont très bien se sentir à ce niveau-là. Mais du coup, si je reviens sur ce lien entre ou en tout cas l'aide potentielle de la philosophie ou des philosophes Oui. lorsque l'on vit un challenge physique, un problème de santé, ça c'est ma spécialité. Et quand j'ai créé ma modélisation de la santé optimale, petit à petit, j'ai posé cette question-là en coaching. Tiens, est-ce que et tu as redéfini un petit peu la philosophie, donc je devrais aussi redéfinir ma question prochainement dans mes séances, mais je posais la question à la personne, est-ce que tu as une philosophie ou est-ce que tu as une manière de d'inspirer ta vie, je dirais, ou est-ce que tu es le seul maître à bord? Est-ce que tu suis un certain type de philosophie? Est-ce que tu as des ressources qui te permettent d'avoir
un soutien qui va au-delà de ce que tu as appris dans ta vie. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être utile lorsque justement quelqu'un a un problème de santé, d'aller voir ce que tel philosophe dirait de la santé ou de la vie en général pour essayer de diminuer un peu Bon. la pression qu'on se met sur les épaules? Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression d'être seuls maîtres à bord. Tu connais un peu mon histoire et c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé ces dernières années, mais se dire que finalement tout ce qui m'arrive, je suis le seul à avoir un contrôle, ça met énormément de pression sur nos épaules. De se dire que voilà, si je fais un pas à gauche, tout ce qui va m'arriver, c'est de ma responsabilité. À l'inverse, de se dire, il y a ce qui m'arrive, et puis il y a la manière dont je peux, je dirais, réagir face aux événements de la vie. Et est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, je reviens un peu sur les stoïciens parce que c'est un des coachés que je suis en ce moment, euh, à qui ça, parce que je lui avais posé la question et il m'a dit oui, j'aime bien la philosophie des stoïciens. Et je lui ai dit, bah, écoute, continue à étudier les stoïciens parce que ça pourrait être une ressource dans certains moments de ta vie. Qu'est-ce que tu penserais de cette proposition? Tout d'abord, te dire qu'André Comte-Sponville le dit, lui, il s'est sauvé de situations vraiment difficiles grâce à la philosophie. La personne, Fabien, il s'appelle Fabien, qui a la chaîne Cosmos, dit la même chose. Donc, ils doivent être nombreux à, à s'être tirés de situations délicates en lisant les philosophes. Oui, ça, certainement. La raison pour laquelle je disais que ce n'est pas une évidence, c'est que quand tu poses un regard le plus objectif possible, bien sûr, ne le sera jamais, sur le monde et la vie, ça peut être terriblement angoissant. Mhm. Donc, quant à ta question posée au coaché, oui, je la trouve forcément intéressante. Pour autant, une fois encore, qu'on délimite le champ de Mhm. la philosophie, qu'on en comprenne le concept. L'autre jour, je regardais un match de football et on parlait de la philosophie de l'équipe espagnole. Ah, c'est- voilà, tu m'as compris. C'est tellement ridicule de dire ça. C'est un système de jeu, sans doute, mais une philosophie, enfin, n'exagérons rien. Ou peut-être, ou alors elle est vraiment partout, mais c'est bien le danger, c'est de croire qu'on y est quand on n'y est pas. Quand on y est, ça veut dire qu'on est à distance. Et là encore, c'est intéressant parce que dès que je me mets à distance, notamment de mes émotions, j'ai plus de lucidité. Donc ça peut être bien. Mais la lucidité d'Irénée Char, c'est un poète, est la blessure la plus proche du soleil. Et ça, c'est déjà plus douloureux. Donc, la pensée, Nietzsche, par exemple, ça n'a peut-être rien à voir, mais on dit qu'il est mort fou. Vergely me dit, bah non, il a été prostré jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Est-ce que, est-ce que sa pensée était trop forte? Est-ce que son regard était trop lucide? C'est une hypothèse, je ne peux pas moi la valider ou l'invalider. Donc, je pense qu'il y a deux chemins, mais que c'est aussi lié à comment tu les appréhendes. Tu disais, il y a ce qui est et il y a mon regard sur ce qui est et comment je réagis. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, le problème n'est pas le problème, c'est comment je me gère dedans. Mais là encore, on peut, on peut gloser. Il y a Viktor Frankl a été enfermé, si je ne me trompe, à Auschwitz. Le gars, il en connaît un rayon sur l'emprisonnement. Et que dit-il notamment de la liberté, de l'espace de liberté? C'est que la liberté est précisément entre le stimulus qui est externe par nature, par essence, et la réaction qui est interne. Et entre les deux, tu as un espace très mince, c'est ton espace de liberté. Première option, qui évidemment réjouit la plupart des gens, mais qui recèle son piège à un diktat très actuel que je trouve insupportable. Tu n'es pas heureux? Sois-le. C'est ton choix, mon petit gars, de ne pas être heureux. C'est ta faute. Donc là, il y a une double peine. Un, je suis pas heureux. J'ai du mal à me gérer dans la vie, à la comprendre, à me comprendre dedans. Et en plus, c'est de ma faute. Voilà.
Et c'est intolérable. On ne parle pas aux gens comme ça. Mais c'est devenu le diktat aujourd'hui, la dictature Exactement. du bonheur à tout prix, à tout craint. Et encore, c'est quoi le bonheur? Certains disent c'est quand dans les chansons, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et puis j'ajoute que ça, c'est c'est en postulant que, que nous sommes libres, comme l'existentialisme le propose. Sartre dit, ce qui angoisse l'homme, c'est sa liberté, Mm, c'est d'être face, puisque le mot océan est le mot fil rouge de notre échange, face à un océan possible, c'est clairement. terriblement angoissant. C'est une filière philosophique existentialiste, mais il y en a qui sont essentialistes et qui postuleront que nous n'avons pas le choix, nous sommes déterminés. Et la question se pose. Récemment, je l'ai posée. C'était un atelier d'écriture et à table, j'ai eu probablement l'audace ou l'indécence ou la bêtise peut-être de dire, mais peut-être sommes-nous tous déterminés si on reprenait exactement l'infinité des paramètres qui ont amené à tel acte, est-ce qu'on aurait le même acte? Et quand tu poses la question à table, les gens te disent, mais c'est pas possible de retrouver exactement les mêmes paramètres. Mais non, évidemment, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Einstein fonctionnait comme ça. Galem Je- Sekari, il a trouvé comme ça. Donc, je dis expérience de pensée. Autrement dit, est-ce que nous sommes déterminés ou pas? Est-ce que là, je viens de faire est-ce que nous sommes déterminés ou pas? Est-ce que c'était déterminé ou est-ce que c'est une pulsion libre de ma part? Je défie qui que ce soit de répondre à cette question. C'est- c'est- Clairement. c'est- Donc, quand tu dis sommes-nous maîtres à bord? Pas si sûr. Qui peut dire ça? Oui, c'est pour ça que à ce niveau-là, tu vois, si je devais répondre est-ce que moi j'ai alors, tu vas peut-être me corriger, savoir si c'est une philosophie, le taoïsme. Est-ce que c'est une Oui, philosophie? oui. Et là où on dit qu'effectivement, tu as C'est un le, système. En fait, le stoïcisme, c'est un système. Quand tu penses philosophie, tu penses système. Quand tu penses pensée, tu penses si alors. ok, parce Si, que, comme alors. ok, parce que dans le taoïsme, euh, ils disent qu'effectivement, tu as, le- c'est à la fois déterminé, mais à chaque euh, événement de ta vie, tu vas avoir le choix. Et donc, c'est effectivement un chemin qui est sinueux parce qu'il y a quelque chose, mais à chaque bifurcation, tu peux aller à droite et à gauche. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu avais été à gauche et pas à droite ou que sais-je? Oui, Sauf si tu es déterminé à aller à droite ou à gauche. oui, exactement. Donc là, Là, toute la question. exactement. Et parce que tout à l'heure, tu l'as dit, ça demande de l'énergie de faire toutes ces réflexions. Est-ce que justement, dans une problématique de santé, qu'elle soit petite, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est-ce que suite à notre conversation et l'investissement personnel que la philosophie, ou en tout cas que la réflexion de notre mode de pensée demande, est-ce que c'est quand même cohérent de se dire, bon, maintenant, je suis fatigué, je suis déprimé, j'ai tel diagnostic médical, mais je pourrais trouver une source de De réconfort. progression Oui, de progression. ou de développement où Hum, mon mantra depuis très longtemps, c'est In shape to grow, être Oui. enfant pour grandir, parce que inspiré d'Aristote qui obligeait enfin, j'ai pas lu Aristote, mais c'est un de mes mentors qui nous disait Aristote obligeait ses disciples à faire de la lutte gréco-romaine parce qu'il estimait que pour pouvoir suivre ses enseignements, il fallait être en forme physiquement. Et d'ailleurs, ce Oui. mentor nous disait, Platon était un sportif de haut niveau. ah ben voilà, Donc, il est parti aux Jeux Olympiques, si je ne me trompe. ça, je ne savais pas. Mais l'exercice que ce mentor nous donnait, c'est essayer de lire les grands philosophes grecs le soir à la bougie. Vous verrez tout de suite si vous êtes fatigué ou pas. Parce que les gens vont pouvoir rester jusqu'à pas d'heure devant un programme télé, parce que là, tu absorbes, tu ne fais aucun effort. Donc, tu peux penser te détendre. Mais si tu te mets avec une bougie et un livre de philosophe,
tu verras en combien de temps tu vas pas piquer du nez et prouver qu'en fait tu es fatigué depuis longtemps. Donc, est-ce que ça vaut la peine de penser philosophie lorsqu'on est face à un défi personnel, ou est-ce que c'est pas le moment parce que ça demanderait trop d'efforts? Est-ce qu'on peut avoir un niveau 1, je dirais, en termes de recherche Ok. philosophique? C'est jamais le moment de ne pas philosopher. Autrement dit, c'est toujours le moment. Mais une fois encore, c'est très personnel Mm, comme appréciation. Euh, Tu vois, parfois, autour de moi, on me reproche de me poser trop de questions. mm, Sous-entendu, tu te poses trop de questions, donc tu n'es pas bien, donc tu dors pas mm, bien. Bon, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Moi, par contre, je m'ennuie vite. mm, Je m'ennuie très vite. Les livres creux, je les referme bien avant la fin. Les films dont je comprends dès la bande-annonce qu'ils sont complètement vides, que c'est la vacuité absolue pour seul et unique but de rentrer des spectateurs dans les salles, de leur fourguer des pop-corn. Non, je- moi, ça ne m'intéresse pas. Mais un jour, j'étais tout à fait, oh, j'étais vraiment gamin, et mon médecin de l'époque m'a dit, les imbéciles, ils ont cette chance, c'est qu'ils peuvent être heureux. Moi, je serais malheureux si je ne pouvais pas explorer la pensée. Certains disent que les questions sont plus riches que les réponses, et tout commence par là. La philosophie commence par l'étonnement. En Grèce antique, il y a tout un livre qui est consacré. Ça commence par un étonnement, parce que le monde est étonnant. Le monde clairement. est étonnant. Quand tu penses qu'on a besoin de se gaver de films de science-fiction pour, euh, pour alimenter ses fantasmes, alors qu'un coucher de soleil, c'est déjà complètement fou quand on y songe. Je Mm, ne parle même pas d'éclipse et les fleurs qui poussent, c'est délirant quand on y songe, hein. tout à Mais fait. non. Donc, ça veut dire que je peux juste observer le monde. C'est Michel Onfray qui dit, moi, c'est à recommencer, je lis aucun livre, mais j'observe la nature. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, est-ce que je peux philosopher, est-ce que je peux utiliser, si je puis dire, l'outil philosophie quand je vais pas bien? Mais trois fois oui, mens sana in corpore sano. Il a raison Aristote, il a raison Platon. On va pas se contenter de développer son cerveau. Il y a un proverbe indien qui dit, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y séjourner. Alors, oui, prenons soin de notre enveloppe corporelle. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Mais pas du tout. Pas du tout. Bon, maintenant, ici, ma question, Ah, c'était mais de le voir à changement. l'inverse. Est-ce que le fait de se poser ou de s'inspirer de certaines réflexions philosophiques d'auteurs peut aider au corps à être plus résilient? Et du coup, si tu devais, parce que avec ces dernières interviews, Fabien, je cherche un peu euh, l'équation de la résilience. Si tu devais mettre la philosophie dans cette équation, comment est-ce que tu pourrais la placer? Quel élément pourrais-tu mettre dans cette équation de la résilience? Donc, mettre le lien entre philosophie et résilience. Hmm. Lire les grands philosophes, c'est déjà s'obliger à la distance, comme je l'ai dit. Penser, penser, pas opinionner, c'est s'obliger à la distance. Mais ça commence, puisqu'on est des nains sur des épaules de géants, ça commence par la lecture des grands auteurs. Et cette prise de distance, de facto, elle va te faciliter la route, C'est ça. puisque tu es beaucoup plus, de nouveau, plus au clair avec ce qui se passe. Et donc, tu peux mieux choisir ton chemin, raison pour laquelle il faut de la lenteur. Je me permets d'insister sur ce point. Nous allons trop vite. Mon ami Pierre Deschamps, qui est un de mes mentors absolus, il dit, allez lentement, je suis pressé. Ce qu'on Voilà, c'est- retrouve, ce qu'on retrouve également dans le tai chi et le qigong, c'est-à-dire que selon la philosophie ou en tout cas la médecine énergétique asiatique, euh, au plus tu vas vite, au plus ton énergie vitale oui.
ralentit jusqu'au moment où ton cœur s'arrête. Et à l'inverse, tous ces mouvements lents que l'on fait en tai chi ou en qigong permettent de nourrir cette énergie vitale. Donc, clairement, on l'a aussi ici d'un point de vue purement physique, même si c'est physique énergétique, que effectivement, en s'obligeant à faire des mouvements beaucoup plus lents, on se régénère. C'est l'inverse du working out que l'on a aujourd'hui, qui est surprenante hein, quand on voit les efforts, je le dis toujours. Quand j'ai fait mon premier semi-marathon, faire un marathon, et c'était en 2000, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, les gens, ils courent 75, 160, 250. Il y a un Belge, il y a deux, 3 semaines, qui a battu le record du monde du DK triathlon. Donc 10 triathlons l'un derrière l'autre. Mais quel est le but de courir aussi longtemps, aussi loin? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose par rapport à ce working in qui est de régulièrement faire des mouvements très lents, respiratoires pour se régénérer, pas dépenser de l'énergie, mais se régénérer. Et clairement, c'est une technique que j'utilise depuis très longtemps grâce à ce mentor, Paul Cheik, dont je te citais tout à l'heure l'exemple et la citation d'Aristote. Mais je ne le vois pas encore. Je vois de plus en plus de concours de CrossFit. Je viens de voir une nouvelle formule, les exo running, ou je ne sais plus exactement le titre. C'est de nouveau quelque chose à fond les manettes. Et quand tu vois les vidéos, les gens n'ont même pas normalement la condition physique pour débuter tout ça. Et ils vont continuer à aller plus vite, plus fort, plus loin, dans une C'était la incohérence. devise olympique. Oui, oui, mais à l'époque des Jeux Olympiques, ils n'étaient pas en épuisement physique et mental avec des désordres du sommeil et une alimentation comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, c'est effectivement ce lien entre résilience et réflexion qui m'intéressait à développer avec toi. Et dernière question, Fabien, si on devait aujourd'hui décider de créer une formation ensemble sur la résilience, tu t'occuperais de la partie philosophie et je m'occuperais de la partie physique. Quel serait ton premier chapitre? Qu'est-ce que tu aimerais à quelqu'un qui est totalement néophyte apporter en termes d'introduction à la philosophie? Tu as probablement déjà répondu il y a quelques minutes, mais pour que quelqu'un qui puisse démarrer dans cette prise de lenteur et cette réflexion sur lui-même et sur le monde. Mm. Oui, parce que pour revenir encore à ce que tu disais, la philosophie, pour moi, c'est la pensée, c'est un muscle. Mhm, C'est un clairement. muscle et il convient de le développer, mais il s'apparente davantage au muscle profond qu'à ces choses bodybuildées qui ressemblent à des canapés en cuir. Mais bon, passons. Et effectivement, ça exige de la lenteur et de la subtilité. Par quoi je commencerai? Plusieurs idées me viennent. Et la première qui m'est apparue comme un pop-up sur un site, c'est qu'est-ce que la pensée? Je commencerai sans doute par là. Pas par l'histoire de la philosophie. Quand des néophytes me demandent quel livre conseilles-tu pour démarrer, pour ouvrir le C'est bal, ça. j'ai vu des philosophes proposer des livres de philosophie, ce qui a du sens. Moi, je propose Le Monde de Sophie, qui est un roman écrit il y a très longtemps par un Suédois, si je ne me trompe, qui voulait expliquer la philosophie à sa fille. C'est doux, c'est subtil et c'est quand même fort riche. Et tu vois, vouloir, c'est comme vouloir donner le goût au théâtre en allant voir moi, un Molière, c'est magnifique Molière, mais quand tu as 8 ans, tu peux pas forcément comprendre. Donc, il faut y aller petit à petit, donner un cours sur la résilience avec pour chapitre les grands courants de la philosophie. Je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens. Mais donner des méthodologies de pensée, ça oui, ça a Exactement. du sens. Des méthodologies de pensée. Voilà par quoi je commencerai. Il y a un philosophe contemporain qui s'appelle Maxime Rover, qui est un spécialiste de Spinoza et qui lui donne vraiment des méthodologies de pensée fort, fort, fort intéressantes. Et là, tu te dis, c'est technique, la pensée, c'est pas que l'intelligence. Mhm. Si cette intelligence ne se muscle pas,
avec pour intention de muscler la pensée et pas, entre guillemets, simplement d'être une intelligence. On sait, hein, d'ailleurs, l'enfant qui est intelligent, moins il est sollicité et plus il va perdre cette faculté. Donc, c'est un muscle à entretenir. On parlait des entrepreneurs, ben, le plus souvent quand ils sont embarqués dans leur torrent entrepreneurial, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Ils sont toujours en train de se demander éventuellement comment avoir une trésorerie moins tendue, comment trouver des nouveaux clients. Aujourd'hui, surtout, comment trouver de nouveaux collaborateurs, parce que c'est l'épine la plus saillante. Mais penser, c'est accessoire. Ou du moins, c'est comme le sport. Je sais que Ça, c'est important, mais je n'ai pas le temps. c'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, prends d'abord rendez-vous avec toi-même pour construire ton corps et l'entretenir. Prends rendez-vous avec toi-même pour, euh, pour construire ta pensée et la muscler. Et ça te donnera un élan. C'est comme si tu me disais, j'ai pas le temps d'affûter ma scie, j'ai trop d'arbres à scier. Et on a besoin donc de ces outils-là, mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Et donc, notre premier travail, c'est de leur permettre de le comprendre. Quand la philosophie arrive avec toute sa complexité et son langage souvent jargonneux, elle ne fait que mettre les gens à distance et ça ne nous aide pas. Moi, j'ai voulu, à une époque pas si lointaine, j'ai voulu proposer un livre qui me semblait facile d'accès de Comte Sponville, Le Petit Traité des grandes vertus, parce que l'une de mes croisades, c'est de faire de l'entrepreneuriat vertueux. Je suis Mhm. pas tout à fait convaincu que ça te permette de bâtir un empire, puisqu'on sait que la plupart des grands dirigeants sont des psychopathes, hein, des Mhm. sociopathes. Ils n'hésitent pas à couper des têtes, ça paraît assez logique, hein. Quel que soit le domaine dans lequel tu sévis, si tu veux atteindre les sommets, tu tues, même symboliquement, mais tu tues. Exactement. Quand Mhm. tu veux être un entrepreneur vertueux, tu vises pas ces sommets-là parce que il y a des gens que ça va irriter, hein, ce que je viens de dire, mais les faits sont là et c'est difficile de les nier. En tout cas, Donc, avec l'humain que nous avons aujourd'hui, oui. pardon, Ah, en tout cas, avec l'humain que nous avons aujourd'hui, avec toutes ces... l'humain que nous avons toujours eu, c'est-à-dire, c'est le cerveau, hein, c'est le cerveau de Sapiens, hein. Il faut lire Sapiens de Ouais, Harari, maître ouvrage. clairement. Mais en tout cas, un tout grand merci, Fabien, de ta disponibilité, de cet échange. Je vais certainement réécouter notre échange parce que, comme je disais, ça a été intense pour moi au niveau de tout ce que tu nous as partagé, des pépites que tu nous as partagées. Donc, si ceux et celles qui nous ont écoutés ont envie de poursuivre un peu la découverte de ton univers, de ce que tu proposes, on peut te retrouver sur eagle-academy.com. La formation U-Manager, elle est prévu à l'avenir, mais quand il y aura suffisamment de demandes, tu me l'as précisé avant cette interview, les personnes qui seraient intéressées par justement recevoir la prochaine date, comment ils peuvent faire pour Je témoigner de leur créerai la intérêt? date avec eux parce que je t'avoue, c'est un programme qui s'est bien vendu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Quand tu viens avec une approche plus philosophique, plus à distance, moi, ce qui fleurit sur Internet aujourd'hui, 30 jours et tu pourras vendre tes produits sur Internet et tu vas gagner des millions et il n'y a plus besoin de ci, il n'y a plus besoin de ceci. C'est terrifiant. C'est C'est terrifiant. terrifiant de croire aux gens. Quand on leur dit que ça va aller vite et précisément, moi, je dis non, il faut de la lenteur. Donc, c'est pas des programmes faciles et Facile. je comprends les entrepreneurs qui ont besoin d'immédiateté pour traiter les affaires urgentes. Je les comprends à 1000%, hein. Dès lors, je n'ai pas de date, mais quand il y aura suffisamment de personnes intéressées, il sera alors temps d'en fixer une. Et du coup, on peut directement te contacter et dire, voilà, je suis intéressé. OK. Bien sûr, et on Et peut parler de mon univers, il y a aussi fabiandelao.com. Et c'est là, ça. c'est une chanson que l'on C'est peut ce que écouter. j'allais dire, fabiandelao.com pour tout ce qui est lié à tes autres activités. Il y a aussi la minute du coach Oui. de Sud Radio qui peut être aussi intéressant, comme ça, d'avoir une minute de réflexion
toujours très intéressantes pour sortir un peu de nos habitudes, parce qu'à force, justement, et je regardais récemment, enfin, je voyais récemment une interview là-dessus, c'est les algorithmes sont tellement développés aujourd'hui que finalement, l'utilisateur des réseaux sociaux ne verra plus que finalement ce qu'il aime. C'est déjà le cas. Voilà, et donc finalement, il ne va plus découvrir quoi que ce soit. Par contre, figure-toi que sur les plateformes de musique, je ne suis pas abonné, donc j'ai la version gratuite, mais l'avantage des versions gratuites, c'est que tu mets un auteur ou un artiste que tu aimes, et puis c'est la plateforme qui va te proposer des choses qui lui ressemblent, parce qu'il ne veut pas te maintenir dans celui que tu as choisi, parce que tu n'as pas l'abonnement. Mais du coup, récemment, on est allé faire une route on a fait Ottawa-Montréal, et pendant 2 heures et demie, j'ai entendu des auteurs des pays de l'Est ou des artistes des pays de l'Est que je ne connaissais pas du tout et qui étaient très agréables. Et parce que la plateforme me proposait de manière très aléatoire des artistes qui ressemblaient à celui que j'avais choisi. Donc là, on peut hacker légèrement ce formatage que les réseaux sociaux ont sur notre choix de découvrir des nouvelles choses. Parce que finalement, on va rester dans ce Tu petit sais environnement. pourquoi? Tu sais pourquoi nous n'aimons pas le risque? Nous allons voir des films dont nous savons comment ils vont se terminer. Nous n'aimons pas le risque, nous n'aimons pas la mise en danger. Nous allons rester au chinois et nous prenons toujours les mêmes, voilà, les potages unies d'hirondelles. Voilà, c'est ce qu'on prend parce qu'on a l'habitude de prendre ça. Au demeurant, j'adore la cuisine chinoise et j'adore le potage au nid d'hirondelles. Mais on ne se met pas en danger. Danger. L'acteur, non, c'est quelqu'un. L'artiste se met en danger. Et moi, je ne peux que conseiller à chacun d'entre nous, mais ce n'est qu'une opinion, de se mettre en danger pour vivre beaucoup plus intensément. Vivre intensément. Mais c'est ce qu'on peut te souhaiter, Fabien, c'est de poursuivre cette vie à 1000 vies et très intense. Moi, j'ai toujours attendu avec impatience nos rendez-vous quand j'étais en formation, parce que ça me permettait justement d'aller un peu au-delà de ce que j'avais l'habitude d'écouter, de suivre. Merci beaucoup pour cette deuxième interview qui m'a beaucoup nourri. J'espère que ceux et celles qui nous ont écoutés auront pu penser différemment, ou en tout cas, l'espace d'une heure, se poser quelques questions sur le lien entre justement sa manière de voir le monde et soi-même, et éventuellement un défi personnel, qu'il soit physique, émotionnel, mental, voire même existentiel. Fabien, merci beaucoup et Merci au David. plaisir alors de pouvoir te recroiser dans la vraie vie, parce que c'est vrai que depuis 4 ans, on ne s'est plus croisé, mais ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi. À bientôt. À bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous donne rendez-vous donc dans notre prochain épisode. À très bientôt.